Voilà, je viens de le finir, et mon dieu, il y a énormément de choses à dire. Ceux qui me connaissent le savent, j'adore les productions Rockstar, et je trouve que c'est un studio ultra intéressant et globalement très impressionnant. Ça veut pas dire du tout que je cautionne tout ce qu'ils font, mais on va voir ça juste après. J'en parle d'ailleurs déjà un peu dans ma toute première vidéo qui revient sur l'histoire du studio, et dans ma vidéo sur le premier Red Dead Redemption. Dans cette dernière, j'exprimais également tout l'amour que j'ai pour le premier épisode, mais aussi à quel point j'attendais le deuxième. Et je vous avoue que les dernières semaines d'attente ont été assez intenses. Entre les previews ultra positives qui font monter la pression, ma précommande qui a pris du retard, les leaks, les vidéos de gameplay, tout annonçait un jeu énorme. Et c'est un jeu énorme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien m'attarder un petit peu sur la communication qui a été faite autour du jeu. S'il y a un truc que l'industrie, la presse et les joueurs ont compris à propos de Rockstar, c'est qu'ils peuvent tout se permettre. Ils ont une telle aura et une telle image de marque qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est dû à leur succès critique et commercial. Ça fait plus de 15 ans qu'ils enchaînent les hits et qu'ils ont imposé un standard et carrément un genre à l'industrie. Mais c'est également grâce à la communication provocante qu'ils appliquaient durant les premières années de vie du studio. Sans oublier qu'ils ont un nom ultra identifiable et qui donne le ton direct. Avec toutes ces cartes en main, le studio est tout à fait conscient que chaque petit élément qu'il veut bien donner va être expressément relayé par la presse et le public. C'est comme ça qu'ils ont pu enflammer Internet en un logo sur fond rouge. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. C'est les seuls développeurs à avoir une telle couverture médiatique qui peuvent se permettre de ne faire aucun E3, le tout pour avoir un contrôle total sur leur communication. Ils ont bien fait monter la pression sur 2 ans avec genre 5 ou 6 trailers, donc un quart d'heure d'image au total je crois. C'est fou. Surtout à l'heure de la surcommunication, des streams d'éditeurs ou des partenariats avec les influenceurs. Et ce qui m'a vraiment fait rêver, contrairement aux autres très gros jeux sortis ou qui vont sortir, c'est l'angle de communication utilisé. Avant toute chose, les trailers et les publicités nous ont vendu une expérience, alors que les autres nous vendent des possibilités. Avec Cyberpunk par exemple, jusqu'ici on nous vend le RPG ultime, le tout dans un univers riche et détaillé. Tu as des choix et de la personnalisation. Avec Assassin's Creed Odyssey, on te vend encore le choix. Sans compter tous les jeux qui te vendent des moments, qui te vendent le fun que le jeu va te procurer et pas le jeu en lui-même. L'avènement de Twitch y est pas pour rien, selon moi. Alors qu'avec Red Dead Redemption 2, Rockstar nous a vendu le western, l'ouest. Et derrière, tous les systèmes présentés dans les vidéos de gameplay soutenaient cette proposition. Même si pour moi, au final, la promesse n'est pas tout à fait tenue, mais ça on le verra un peu plus tard. C'est ce qui fait que les gens l'attendaient comme des fous. C'est aussi ce qui m'a fait faire 2 heures de fil au magasin concurrent de celui où je taffe, tout ça pour le payer plus cher, l'avoir sans jaquette, pour y jouer 2 jours à l'avance. Ouais, j'étais chaud. En termes de communication, ils sont vraiment hyper forts, et c'est pour ça que j'ai pas compris le dérapage qui a eu lieu quelques jours avant la sortie. Dan Houser, une des têtes pensantes de Rockstar, scénariste, frère de Sam Houser, le président du studio, donnait une longue interview pour Vulture abordant le développement et la difficulté du défi qui a été relevé. Déjà, leurs interviews sont vraiment pas nombreuses, donc c'est assez étonnant. Mais une phrase en particulier a fait énormément de bruit. Ça m'étonnerait que vous en ayez pas entendu parler, mais je préfère recontextualiser un petit peu. Nous travaillons 100 heures par semaine. Ces 6 mots ont été au centre du débat jusqu'à la sortie du jeu. Des journalistes ont investigué et certains employés ont pris la parole. Rockstar a été obligé de leur laisser. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on a vu de tout. Certains déclarent avoir pris méga cher, tandis que d'autres disent « Oui, on a travaillé 40 heures de temps en temps, mais c'était notre propre décision ». Plusieurs parlent d'un dossier où chaque employé qui travaille moins de 60 heures a son nom écrit en rouge. Un développeur a carrément fait mention d'une surveillance des locaux par un drone. Entre ça et les gens qui disent que c'est un endroit où il fait bon vivre et où l'ambiance est décontractée, il est clair qu'on peut pas se fier à grand chose. Personne, à part les employés actuels de Rockstar, ne peut dire ce qui se passe réellement dans leurs locaux. Et il y a de très fortes chances qu'ils aient signé une clause de confidentialité de la taille d'un bottin. Dans tous les cas, mettre une pression directe par exemple en induisant que si tu te tues pas en heure sup, t'es viré, c'est pas admissible. Valoriser des employés prêts à se niquer la santé ou sacrifier leur vie sociale ou familiale pour le bien d'une entreprise, c'est pas admissible non plus. Le crunch, c'est pas une pratique propre à Rockstar, il y a ça dans plein de studios et dans plein d'autres milieux, mais c'est pas normal que ça arrive encore chez eux. GTA V, c'est le produit de divertissement qui a généré le plus d'argent de tous les temps. Ils ont l'argent pour payer plus d'employés sur ces périodes, et je suis sûr qu'ils ont plein de gens qui attendent tous les matins au Starbucks au coin de leur rue en espérant croiser le DRH de la boîte pour décrocher un entretien. Par contre, je trouve ça quand même bizarre que Rockstar ait fait une erreur de communication pareille. Évidemment, ils ont nuancé leurs propos, ils ont affirmé qu'uniquement la core team d'écriture faisait autant d'heures. Mais encore une fois, on est sûr de rien. Et je me suis carrément demandé si c'était pas une manip de leur part pour faire un petit bad buzz avant la sortie, mais au final, non, je crois pas. Après, voilà, tout ça reste mon point de vue avec mon bagage personnel. Si ce genre de dérive se produit, c'est aussi parce que les producteurs se niquent eux-mêmes la santé sur le projet et attendent la même chose de leurs employés. Et je pense que certains employés s'y retrouvent, ou se disent que c'est le prix à payer pour travailler dans le plus gros studio du monde. Je connais des gens qui auraient le profil pour cruncher comme ça. Des gens qui se disent qu'ils préféreraient cruncher chez Rockstar que faire leurs heures chez Ubisoft. Mais moi je trouve pas ça normal, et je trouve ça bien qu'on en parle, et j'espère que ça pourrait aider le milieu à mieux se syndiquer. Désolé si vous en avez marre de cette histoire, mais je me voyais mal donner mon avis sur un feed Twitter, mais je me voyais pas non plus ne pas en parler. C'est important. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est de manifester mon respect pour les gens qui ont galéré pendant des mois et applaudir le travail effectué parce que le travail est assez incroyable. La première claque est sans aucun doute visuelle. Je pense que c'est le plus beau jeu que j'ai vu tourner chez moi sur ma télé.
Les traces de pas dans la neige, la fonte de ces dernières lorsqu'on descend dans la vallée, les effets de lumière, de fumée et de transparence sont hallucinants. Surtout qu'on parcourt pas mal d'endroits avec pas mal d'ambiances différentes, et quelles que soient les conditions météorologiques, ou qu'il fasse jour ou nuit, le jeu est imprenable. Du moins dans ses décors et durant les phases de gameplay, parce que certains modèles sont un peu moins détaillés, et les cutscenes ne sont pas non plus au niveau d'un Uncharted 4. En même temps, Naughty Dog est inattaquable sur ses animations faciales. Et ici, on parle d'un open world. Mais la palette de couleurs, la densité de la brume, la façon dont les arbres bougent ou encore la façon dont la lumière se réfléchit un peu partout, c'est ahurissant. J'ai personnellement jamais vu ça. Même dans les détails, c'est impressionnant. Il y a carrément des effets de transparence de peau. On voit la lumière qui passe à travers les narines ou les oreilles. C'est complètement fou. À certaines occasions, on est proche du photoréalisme. C'est peut-être pas aussi impressionnant là comme ça parce qu'il y a eu deux compressions, celle de la capture et celle de YouTube, mais je vous jure que dans mon canapé et devant ma télé, ça passe hyper bien. L'ambiance et l'esthétique générale sont à mi-chemin entre un réalisme brut, en HDR c'est encore plus marquant, et un univers romancé avec des personnages forts et charismatiques qui permettent de donner une ampleur épique au jeu. Il est pile entre les deux et ça peut être délicat comme position. Parce que tu peux soit te faire dans l'excès de réalisme, et dans ce cas, tous les persos sont des pecnos crasseux aux dents pourries, ou dans l'excès de fantasme, ce qui peut rendre les personnages trop fantastiques, un peu lunaires, et qui peut empêcher toute identification, toute empathie, et donc tout impact émotionnel quant au destin des protagonistes. Pour moi, sur certains aspects, Red Dead Redemption 2 fait des excès de réalisme, mais pas sur le plan esthétique. Là où le jeu en fait peut-être un peu trop, c'est dans son nombre astronomique d'animations pour ramasser des objets, ouvrir des tiroirs, fouiller des gardes, tout est séquencé, et ça dure à chaque fois 2 à 3 secondes. Ça a l'air de rien, mais si t'as 5 types et 4 armoires à fouiller, ça peut prendre du temps. Surtout que cette volonté de réalisme et de donner du corps au personnage donne une lourdeur non négligeable au contrôle. Personnellement, ça m'a pas dérangé, je m'y suis fait depuis GTA 4, mais je sais que ça peut en perturber certains. Tout cela apporte tout de même pas mal à l'immersion. Par contre, le système de couverture pourrait totalement être revu, selon moi. En fait, même si j'ai passé un excellent moment sur le jeu, en termes de gameplay pur, j'ai quand même pas mal de réserves. Même si c'est le cas depuis je ne sais combien de jeux et que c'est dans une volonté d'inclure un maximum de gens, la présence de la visée automatique me fait chier en fait. Alors oui, vous allez me dire qu'on peut la nuancer dans le menu, ou la désactiver complètement, et vous avez raison, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait les 10 premières heures de jeu, mais une fois que les missions montent en tension et augmentent le nombre d'ennemis présents à l'écran, c'est juste plus possible, ça devient clair que le jeu est pas prévu pour. Surtout qu'ils se mettent à couvert ou proviennent d'endroits lointains, et viser à la manette PS4, ce pas des dégueulasses, je tiens à le dire, à part les flèches pour les jeux de combat qui sont vraiment pas mal, mais sinon, ça craint. Et viser à la manette PS4 donc, c'est déjà un peu une punition en soi. Je suis pas non plus d'accord avec ce que j'ai pu voir sur Twitter, que les gunfights ont aucun intérêt, c'est pas vrai, enfin en tout cas moi je trouve pas, parce que les scripts et l'agencement des ennemis sont globalement bien pensés, la mise en scène aussi. Les effets sonores et les feedbacks de vibrations et visuels sont ultra efficaces. Il y a un côté viscéral et violent qui se dégage des affrontements, mais c'est un peu dommage qu'il se joue tout seul. Comme dans tous les jeux Rockstar, tu te retrouves quand même souvent à faire ça. Après, c'est un choix que je comprends, parce que ça fait plus de 10 ans que c'est leur système de shoot, leurs jeux ils sont presque associés. Et ensuite, parce que c'est plus incluant. Si GTA a vendu 100 millions de copies, c'est entre autres innombrables raisons parce que à peu près n'importe qui peut le prendre en main. C'est juste qu'ils ont fait Max Payne 3, un des seuls bons TPS agréables à la manette, avec des mécaniques de shoot aux petits oignons. Donc ça me frustre un peu d'avoir un système de tir assez pauvre pour un jeu de cette ampleur qui mise beaucoup sur son immersion. Un de mes autres problèmes avec le jeu, c'est la gestion de l'open world. Une des plus grosses questions que j'avais avant la sortie, c'était quelle va être la réponse de Rockstar ? Qu'est-ce que va être Red Dead Redemption 2 après Zelda ? Et en fait, même si dans ma vidéo sur le premier RDR, je décrivais deux visions différentes de l'open world, et donc deux manières de le concevoir et de l'utiliser, ici on se retrouve avec un jeu scindé en deux. Je vous ai dit au début de la vidéo que le jeu ne tenait pas exactement la promesse faite par sa communication. Et ce que je vais dire ici en est la raison principale. Red Dead Redemption 2 n'est pas le Grand Ouest. Red Dead Redemption 2 n'est pas le western. Red Dead Redemption 2, c'est une histoire. Et une incroyable histoire d'ailleurs. Je m'attarderai dessus après. Mais le souci, c'est que, comme a pu le souligner Mark Brown sur Twitter, le jeu sépare entièrement ses missions de son open world. Pas en termes de localisation, parce que tout se passe sur la même carte, mais en termes de système. Les missions, bien qu'ultra bien scriptées et excellemment bien racontées, sont extrêmement dirigistes, et nous mettent régulièrement en échec pour des considérations extrêmement rigides. Je prends en exemple une mission au début du jeu. Durant un trajet, les protagonistes croisent un ours, et un des personnages dit ceci. Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. Un pote à moi venu essayer le jeu s'est dit qu'il pouvait l'allumer. Résultat, il est mort, et le jeu l'a fait réapparaître après la rencontre avec l'ours. Pire encore, tu ne peux jamais t'infiltrer à part quand le jeu t'y oblige, et tu ne peux pas mettre un appât pour attirer un prédateur sur un ennemi durant une mission. Il n'y a aucun gameplay émergent, et les systèmes de phase d'open world, comme la faune ou les inconnus, aussi bons soient-ils, ne se mélangent jamais aux missions. Et quand tu passes après Zelda ou MGS5, qui ont une panoplie de systèmes te permettant d'appréhender chaque situation comme tu la désires, au moment qui t'arrange, ça sort un peu du jeu. Tout ça vient d'un côté un peu maniaque que j'expliquais déjà dans ma première vidéo sur Rockstar.
maniaques dans le contrôle de leur communication, de leur narration, et globalement dans les choix qu'ils laissent aux joueurs. Le problème, c'est que c'est des ficelles qui commencent à être un peu vieilles, et même si la pilule passe largement grâce à la narration et au rythme assez extraordinaire du jeu, je trouve personnellement que c'est des mécaniques et des fonctionnements qu'il est temps de changer, parce que la formule Rockstar, qui a maintenant plus de 15 ans, commence sérieusement à tourner en rond. Malheureusement, je pense pas que ça arrivera de sitôt, parce qu'au vu des critiques et des ventes juste ahurissantes du jeu, ils ont vraiment aucune raison de remettre leur game design en question. Après, je dis pas, quand tu te balades librement, ça fonctionne hyper bien. C'est vivant, tu peux interagir avec tous les PNJ, il y a des rencontres fortuites qui sont géniales, les quêtes annexes sont pour la plupart vraiment cool. Mais par moments, j'étais tellement pris dans l'histoire que juste je cavalais de mission en mission. Bon, je dis pas non plus qu'ils auraient dû jarter l'open world et faire un jeu purement narratif, parce que c'est le comportement de joueurs que j'ai eu personnellement qui en est la cause. Tout le monde ne joue pas comme ça. Et ça se serait beaucoup moins bien vendu, mais c'est surtout aussi parce que l'open world est utile. Cependant, il ne sert pas le gameplay, mais bien la narration. Comme pour son prédécesseur, pratiquement chaque lieu de la carte de Red Dead Redemption 2 a été placé pour être le théâtre d'un événement particulier, d'une rencontre avec un inconnu ou d'une mission principale ou secondaire. C'est très parlant lors de la quête principale. Dans cette histoire préquelle à Red Dead Redemption, on contrôle Arthur Morgan, bras droit de Dutch Van der Linde, leader du gang auquel appartient également John Marston, héros du premier épisode. Premier épisode durant lequel on traque 4 membres survivants du gang. On sait donc d'avance que l'issue sera tragique, et on va devoir assister impuissant à la déconstruction de cette famille hétéroclite, et dont les membres sont d'origines diverses et variées. En fuite après un casse qui s'est mal terminé, la bande se voit contrainte de se déplacer régulièrement, et doit donc à plusieurs reprises installer des campements de fortune à travers une Amérique en proie au changement. Leur objectif étant de trouver suffisamment d'argent là où ils le peuvent, afin de vivre une vie tranquille à l'écart du monde qui se civilise de plus en plus. Là où l'open world prend du sens au niveau de l'histoire, c'est qu'afin de gagner de l'argent, Dutch pousse le gang à se rapprocher des gens qui dirigent les différentes régions. Un jeu dangereux qui permet une mise en place de l'univers juste affolante de cohérence. Comme dans le premier épisode, on rencontre des personnages autour desquels on va graviter dans des missions à leur service afin de gagner leur confiance ou moyennant une récompense. Là où c'est ultra bien foutu dans le deuxième, c'est qu'il y a un accent énorme qui a été mis sur les villes et les régions. Pour prendre un exemple, une partie se passe dans le sud, donc les vaincus de la guerre de sécession. La région est sèche, la ville est pauvre et poussiéreuse, et les gens sont mous et restent à l'ombre de leur porche, tandis que deux familles riches, grâce à leurs champs de coton et leur alcool de contrebande, maudissent la fin de l'esclavage. Autour de ces superbes manoirs, il n'y a que des champs et des ouvriers à perte de vue. On va donc se rapprocher de ces familles, comprendre d'où elles viennent, et donc vraiment appréhender les dynamiques de la vie locale, du climat général et de l'économie. Certaines régions sont plus en proie aux bandits que d'autres, Rhodes, la ville sudiste, étant par exemple aux mains d'une de ses familles rivales, ce qui en fait une ville qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais une ville sûre, parce que les forces de l'ordre sont fortement financées. D'ailleurs, on peut même pas y sortir son arme. Le moment où je me suis dit que l'univers du jeu est d'une logique et d'une cohérence folle, c'est quand je me suis rendu compte que dans les quartiers pauvres de Saint-Denis, il n'y avait aucune force de l'ordre. C'est génial. Ça va très loin dans les enjeux et c'est le cas pour chaque région, c'est super intelligent. Surtout que vous vous en doutez, tous les événements qui prennent place autour de ces centres névralgiques dirigent tous vers un climax intense, avec des confrontations épiques dans des lieux qui deviennent du coup iconiques, et ça rend ces moments profondément marquants. Tout le parcours d'Arthur est incroyable. Tout ce qui lui arrive, ses choix et ses erreurs, tout prend sens. Son poste de bras droit en fait le meilleur point de vue pour assister à la déchéance de Dutch. Et le plus fou, c'est que tu vois l'ensemble de la bande changer et réagir à chaque choix douteux de ce dernier. Tu les vois se remettre en question, remettre leur mentor en question, et même remettre leurs valeurs en question. Plus d'une dizaine de personnages qui changent de manière logique et cohérente en fonction de qui ils sont, de ce qu'ils traversent, et à mesure que leur vie dégénère sur une cinquantaine d'heures de récit. Je connais pas la durée exacte des cutscenes ou des moments narratifs, mais c'est complètement fou. En tout, plus de 700 acteurs avec des lignes de dialogue ont été motion captés. Tous les personnages secondaires sont bien écrits, aucune réaction ne paraît forcée. Tout peut s'expliquer et tout mène vers cette fin que je trouve assez parfaite. L'épilogue met un poil de temps à démarrer, mais globalement, tout est bouclé. Il y a peut-être quelques petites fautes de goût ou des choses que j'aurais préférées différemment, mais dans l'ensemble, c'est ultra solide. Je pense que Red Dead Redemption 2 est le jeu narratif le mieux écrit qui soit. Pas le plus constant non plus, il y a quelques passages en deçà. Pour ceux qui ont fait le jeu, je trouve que tout le passage à Guarma est vraiment en dessous, même les missions sont un peu bâclées, et la sous-intrigue est un peu expéditive, mais ça redevient maîtrisé une fois ce pan terminé. Ça s'étale sur plusieurs années, et surtout en donnant plus de profondeur aux personnages du premier opus, comme Dutch, Bill, Javier, mais surtout John Marston, Red Dead Redemption 2 rend Red Dead Redemption 1 encore mieux. Et ça, c'est complètement fou. Scénaristiquement, en tout cas, on peut pas en attendre plus d'une suite. Beaucoup de choses prennent sens et participent à donner un aspect iconique au personnage. John est déconstruit à tel point qu'il en est presque pathétique. Au début, je croyais à une espèce de traitement tarantinesque. Vous savez, celui qui s'en bat les couilles de tous ces personnages. Et au fil de l'aventure, il va être reconstruit par petites touches, reprenant confiance et remontant dans l'estime du joueur pour devenir le héros charismatique qu'on connaît tous du premier épisode. Tu es vraiment avec les personnages, et ça c'est en grande partie dû au fonctionnement du campement. Une des nouveautés du jeu, et pour moi la plus intéressante, est le fait que désormais, si tu maintiens la gâchette de gauche sans sortir ton arme, tu débloques un menu contextuel qui te permet d'interagir avec l'élément ciblé.
Tu peux être aimable, provoquant, mettre la pression aux gens, les braquer, tirer en l'air, attirer l'attention d'un animal, soigner ton cheval. La touche de visée devient la touche de focalisation de l'attention. Franchement, ça marche hyper bien et ça participe à mort à l'immersion. Bon, il y a parfois des bugs ou des interactions superposent, mais c'est plutôt rare. Et dans le campement, donc, cette nouvelle mécanique prend tout son sens, parce que les compagnons d'Arthur réagissent dynamiquement aux derniers événements en date, interagissent entre eux, chantent, se battent, complotent, se harcèlent sexuellement. Ouais, par moments, l'ambiance craint pas mal. Une bonne partie de la caractérisation des personnages s'y passe, et donc ne jamais y faire un tour revient à manquer un pan non négligeable de narration. On sent une vraie volonté de créer un attachement émotionnel. Le traitement du cheval va dans ce sens aussi. Chaque mort de canasson étant définitive, on peut perdre en quelques instants des heures de progression de son cheval. En fait, je me rends compte que j'ai un avis ultra paradoxal sur le jeu. Une part de moi est complètement abasourdie par tous ces éléments qui participent à une immersion assez folle, et par le nombre de répliques incroyables et de moments d'anthologie que j'ai vus et vécus. Tandis que l'autre désespère de jouer à peu près au même jeu qu'il y a 8 ans, en tout cas en termes de mécanique. Mais c'est parce que c'est un jeu paradoxal, voire un peu dissonant sur certains aspects. Un jeu prisonnier d'une formule que s'imposent des développeurs avec des ambitions et des influences cinématographiques assez énormes. Tout ça dans le but d'être le produit de divertissement ultime. Sa production aussi est paradoxale. On entend des histoires horribles en termes de conditions de travail, alors que c'était les premiers à cracher dans la soupe, à être anti-système et un peu rock'n'roll. Et en tant que studio abritant deux des licences les plus appréciées et lucratives de toute l'industrie, ils sont le système. Et au vu de ce qui se dit sur ce qui s'y passe, un système un peu crade. Même le propos et le ton des jeux ont largement évolué avec le temps. Les premiers épisodes, bien qu'inspirés par des films bien sombres, adoptaient un ton plus proche de South Park que du Parrain, alors que GTA 4 et Red Dead Redemption parlent globalement d'une violence qui est inéluctable, où les personnages sont ce qu'ils sont. GTA 5, pour moi, était plutôt synonyme d'un « et on fait ce qu'on veut, niquez vos mères ». Tandis que le propos de Red Dead Redemption 2 est plutôt « ce monde n'est plus pour nous, et nous ne sommes plus pour ce monde ». Et surtout, le jeu pose la question suivante. Qu'est-ce que la loyauté implique, et jusqu'où certains sont prêts à aller pour ceux qu'ils admirent? D'ailleurs, j'ai un peu de mal à ne pas voir un peu de Sam Hauser en Dutch. Je dis pas non plus que Dan Hauser voit son frère en chef de gang en perdition, mais que ce tout, le jeu et Rockstar dans son ensemble, a un certain goût d'ironie un peu sale. En tout cas, je pense que je me rappellerai de Red Dead Redemption 2 comme d'un jeu ultra intimidant, profondément ambigu et imparfait. Et bien qu'une production aux moyens aussi hallucinants ne puisse pas gommer des mécaniques vieilles de presque une décennie ou des choix de design parfois contestables, il n'en est pas moins une des aventures les plus épiques et une des mieux racontées dans un jeu vidéo grand public depuis un bon moment. Cruel, cruel world, must I go on?